On y va. Du coup, ce matin, on a parlé beaucoup de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec la data. C'est un peu l'avenir, on est bien la ferme du futur, et donc le numérique fait partie du futur. Moi, je travaille chez ITK. C'est une entreprise qui modélise les impacts sur l'agriculture du changement climatique ou d'autres aspects grâce à la data. C'est un sujet hyper compliqué, mais vraiment très compliqué avec plein de vocabulaire technique. Donc je vais essayer de vous vulgariser. Et si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Bon, c'est la même diapo que ce matin sur la présentation, vous commencez à connaître. J'ai mis des définitions et je les ai écrites, parce que c'est des définitions que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc la data, c'est le mot anglais qui désigne les données. En français, on dit données, ou l'information qui peut être stockée ou circulée via des réseaux. Donc, vous faites de la data n'importe où. Je vois un monsieur qui prend des photos, il fait de la data. Des pixels, il fait de la data ensuite pour mettre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la data. C'est de l'information stockée sur son téléphone et ensuite stockée sur les réseaux sociaux. Quand vous allez avec votre carte bleue au McDonald's, par exemple, pour faire un peu de publicité, et vous faites de la data, parce que votre banquier va savoir quelles sont vos habitudes d'achat et il va vous proposer des choses face à vos habitudes d'achat. Et McDonald's, si vous avez la carte de fidélité, il va vous proposer des emails pour revenir quand vous n'êtes pas venu pendant 2 semaines, ce qui est anormal dans votre comportement. Donc ça, c'est de la data et c'est de la publicité ciblée. C'est comme ça, en général, qu'on connaît la data, c'est souvent par le négatif. De la publicité ciblée, du Facebook, de l'Instagram. Mais ça peut être aussi très positif et en agriculture, on a énormément de moyens d'avoir de la data et on va le voir. Cette data permet de faire de la modélisation. Là, c'est la définition et bien sûr, je vais revenir dessus. C'est la traduction en langage mathématique de processus physiques, biologiques, chimiques observés ces derniers siècles. C'est une simplification imparfaite de la réalité. Typiquement, E égale MC2, c'est la modélisation. La gravité, la loi qui définit la gravité, la vitesse de la chute de la pomme en fonction de son altitude quand on la lâche, c'est une modélisation, c'est une traduction en langage mathématique d'un processus physique qu'on voit. Mais on peut également le faire en agriculture, c'est pas seulement réservé à la physique, et c'est là où on va rentrer dans le détail. Donc pour faire de la modélisation, il faut de la data. Pour faire de la data, il faut de l'expérimentation, du terrain. Et pour faire de l'expérimentation, il faut une question de recherche. Et j'ai mis en petit pour s'il y a des politiques dans la salle. Il faut des sous, il faut de l'argent. Et c'est pas en enlevant les sous de la recherche publique qu'on va forcément arriver à avancer dans l'agriculture. Donc, j'ai une question, c'est quel est l'impact de la température sur la croissance du maïs? Ça, c'est ma question de recherche. Je vais faire une expérimentation, je vais prendre différents plants de maïs, je vais les mettre dans des pots dans une chambre de culture. Donc c'est dans une chambre comme ici où on contrôle la température, la luminosité, l'humidité, l'apport d'eau. Et puis on fait des mesures. La croissance de la feuille, en général c'est des stagiaires ou des doctorants qui viennent mesurer toute la journée la feuille et qui voient combien elle a poussé le matin et le soir. Et donc ils ont la vitesse de croissance. On peut faire varier la température, comme ça on a la vitesse de croissance à 5 degrés, à 10 degrés, à 30 degrés, à 35 degrés. Et puis à la fin, on obtient une équation. Typiquement ici, ce que je vous dis, c'est moi qui l'ai fait pendant ma thèse. Donc j'ai mesuré de la luzerne et de la fétuque tous les jours, jour et nuit, week-end, les jours fériés compris. J'ai donné ma vie à la science pour obtenir cette courbe de réponse à la température. Tous les points que vous avez en rouge, c'est de l'observation, et ensuite on fait passer une courbe, celle qui représente le plus les données. Vous avez donc la vitesse de croissance qui augmente jusqu'à la température optimale, et ensuite il y a une chute, puisqu'il fait trop chaud. Et ça, c'est un modèle. C'est tout bête. Juste cette équation, on appelle ça, c'est de la modélisation, c'est un modèle. La courbe noire, c'est le modèle de réponse de la croissance de la feuille à la température. Et bien sûr, après, quand on travaille dans de la modélisation pour savoir quel est le rendement dans 3 mois, quelle est la date de récolte alors qu'on est 4 semaines avant la récolte, à quelle date il va falloir mettre de l'irrigation, à combien il faut mettre de millimètres d'eau, tout ça, c'est pas avec un modèle qu'on le fait, c'est avec plein de modèles.
Donc là, j'ai introduit la notion de modèle complexe de culture. Un modèle complexe de culture, c'est un modèle qui reprend plein d'équations simples et qui échange des variables entre eux et qui on peut obtenir ce qu'on veut à la fin, et on va voir tout à l'heure. Donc le but du modèle, c'est de simuler la croissance de la culture tout au long de la saison culturelle. Et dans les modèles simples, il y a la croissance de la feuille en fonction de la température, il y a la photosynthèse en fonction de la lumière, il y a la croissance de la racine en fonction de la sécheresse, il y a, etc., etc. Il y a énormément de variables qui ont été étudiées par plein de centres de recherche dans le monde et qu'on regroupe la connaissance scientifique dans un modèle complexe de culture. Et ce modèle complexe de culture, il faut lui donner à manger en entrée. Donc on lui donne l'état initial de la plante, par exemple si on vient de germer la graine, et on veut savoir à quelle date cette graine, on vient de planter la graine, et on veut savoir à quelle date cette graine va germer, suivant les conditions météo. Donc il lui faut les conditions météorologiques, il lui faut le type de sol qu'il y a, et il y a également des données satellitaires qui peuvent rentrer. On peut voir aussi le champ verdure, on sait que ça a germé, par les satellites. Et l'état final, en sortie du modèle, on a la date de germination de la graine, on peut avoir le rendement, on peut avoir s'il y a des maladies dans les jours à venir, on peut avoir les pertes en fonction du gel, de sécheresse, etc. Et le but de tout ça, ça sert à quoi? À pas faire plaisir à quelques petits scientifiques qui savent coder, qui sont très fiers d'eux. En fait, ça sert pas à nous, ça sert à vous, ça sert au milieu agricole. Ça répond à cette question. Quel sera l'impact du changement climatique sur l'agriculture? Même moi, qui connais assez bien le domaine, je ne pourrais pas vous dire, si vous me dites, voilà, j'ai un champ ici, quel est l'impact dans 50 ans? Je ne peux pas vous dire. Pourquoi je ne peux pas vous dire? Parce qu'il faut prendre en compte la biodiversité, l'agriculteur, les pratiques, le climat, les coûts de l'énergie également, les coûts du tracteur, etc., le sol, très important, la génétique qui évolue tout le temps, et les ressources. Est-ce que j'ai de l'eau, est-ce que j'ai pas d'eau? Donc, moi je ne suis pas expert dans tous ces domaines-là, et je ne peux pas vous dire quel est l'impact du changement climatique. Il faut que j'utilise de la modélisation, puisque tous les résultats scientifiques issus de tous ces domaines-là sont dans le même modèle, et ça permet de répondre à la question quel est l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il y a 3 façons d'y répondre. La première façon, soit j'attends 30 ans et je connais le résultat. En gros, j'observe, j'anticipe rien et je subis. Voilà, dans 30 ans, je pourrais vous répondre à la question quel est l'impact du changement climatique. Mais ce n'est pas dans votre intérêt économique. Soit je recrute plein de stagiaires et je fais plein d'expérimentations, mais ça coûte cher et ça prend du temps. Il faut à peu près 3 ans pour sortir une courbe de réponse à la température comme ça. Donc dans 3 ans, autant vous dire que le temps qu'on trouve des solutions, le changement climatique sera peut-être sur la pente descendante. Ou soit j'utilise un modèle, je regroupe toutes les connaissances que je vous ai dit, tous les petits modèles simples, je les mets dans un grand modèle, et je modélise. Et pour modéliser, il suffit de cliquer sur un bouton. C'est le bouton Play, j'ai les entrées, et puis j'ai la sortie, l'évolution des dates de rendement, l'évolution des dates de récolte, l'évolution des dates de rendement, en fonction des données météorologiques. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de prendre des décisions maintenant, et ça coûte pas cher. Donc là, les modèles, en fait, on me dit souvent, c'est un peu comme la caissière, en fait. On me dit souvent, c'est un peu des machines qui vont remplacer l'homme, qui vont prendre les décisions, qui vont faire les choses toutes seules automatiquement, un peu comme les caisses automatiques, et du coup, les agriculteurs, ils ne serviront plus à rien. En fait, non. Par définition, un modèle est imparfait, parce qu'on ne connaît pas toutes les composantes du champ. Et donc, on appelle ça des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire que ça va vous aider à prendre la décision, mais ça ne la prendra pas à votre place. C'est pas un truc qui va remplacer l'homme, c'est vraiment un outil d'aide, et je le remets. Ça vous aide à prendre la décision, mais ça ne la prend pas à votre place. Et maintenant, on va parler d'un truc complètement différent. On va parler du GPS. Le GPS, si je me réfère à ce que faisaient mes grands-parents, ils prenaient la carte Michelin et ils traçaient leur trajet pour aller en vacances. Et ils devaient s'arrêter pour vérifier la carte Michelin. Et la personne qui faisait le copilote, elle se faisait tout engueuler parce qu'elle se trompait de direction. Donc on veut aller d'un point A à un point B et on emprunte la carte Michelin, c'est la courbe bleue.
Avec l'arrivée du GPS, ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, on va intégrer des données sur les embouteillages, sur les feux rouges, sur les fermetures de route, des trucs qui ne sont pas dans la carte Michelin, et qui vont vous permettre d'arriver au point B, donc à la même destination, mais beaucoup plus rapidement. Maintenant, il y a un aspect écologique avec moins de CO2 depuis une semaine sur le Google Maps. On peut y aller en prenant une route qui n'est pas forcément la plus rapide, mais la plus écologique. On peut prendre des routes sans péage, on peut prendre des routes avec péage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se remet à jour pendant notre trajet. Ça prend en compte les nouveaux embouteillages, toutes les choses qui se passent sur la route. Par contre, vous êtes agriculteur et vous connaissez un petit chemin que le GPS ne connaît pas, où il n'y a pas de feu rouge, et ça vous évite de faire la queue au feu rouge dans votre village. Mais le GPS ne fait pas passer par là-bas, donc vous avez le libre arbitre de choisir la route du GPS, et puis suivant votre connaissance, vous passez par une autre route et vous arriverez plus rapidement que le GPS. Et c'est ça un outil d'aide à la décision. Un GPS, c'est un outil d'aide à la décision. Ça vous permet de vous aider à aller au point B, mais vous avez le libre arbitre de choisir autre chose. Et pour l'agriculteur, c'est exactement pareil. Vous avez le semis, le point A c'est le semis, et vous voulez aller à la récolte. Vous avez plein de façons de cultiver, plein de variétés, plein de sols, plein de climats différents. Votre but, c'est de maximiser votre récolte en ayant un impact le plus minimal possible sur l'environnement. Donc le modèle, la courbe rouge, va vous aider grâce aux data, les événements climatiques inhabituels, les nouvelles variétés, etc., les prévisions météo, ça va vous aider à arriver à la récolte de façon la plus optimale possible par rapport au coût, par rapport au rendement. Mais vous avez un libre arbitre en tant qu'agriculteur, vous pensez que le modèle se trompe, et vous souhaitez par exemple apporter 25 mm d'irrigation au lieu d'en apporter 10 comme dit le modèle, vous avez tout à fait le droit de le faire. Peut-être que le modèle se trompe, et de toute façon vous arriverez quand même au point récolte. Donc c'est ça un outil d'aide à la décision. C'est vraiment un outil qui va vous aider à aller à la récolte de la façon la plus optimale possible, mais ça ne prendra pas la décision à votre place. On n'est pas non plus sur une agriculture connectée, déshumanisée. Et donc, si je reviens maintenant au modèle, donc vous avez les entrées, le modèle et la sortie. Vous avez l'ensemble des paramètres d'entrée que je vous ai dit. En sortie, souvent on parle de rendement, de préconisation. Combien d'eau je dois mettre dans la semaine parce que les prévisions météo ne donnent pas de précipitation. Quelle est la quantité d'eau optimale, 20 mm, qui va me permettre à la fois d'allier l'efficacité sur le rendement, mais aussi l'économie d'eau. Sur la protection, j'ai par exemple un épisode de gel qui arrive, combien de bougies par hectare je dois mettre et sur quelles parcelles sont les plus exposées en fonction du microclimat. Est-ce que je dois allumer mes tours à vent si j'ai du gel qui arrive? Quels seront mes dégâts? Sur les maladies, est-ce que je dois, comme d'habitude, mettre des produits à la même date tous les ans, ou alors est-ce que cette année il fait trop sec pour que le champignon se développe, donc je vais attendre quelques semaines, quitte à ne pas mettre de produits, parce qu'il n'y a pas de pression de maladie. À quelle date arrivera sa pression de maladie? Peut-être dans 2 semaines suivant les prévisions météo. Donc tout ça, c'est de l'aide à la décision, ça va vous aider à avoir un peu plus loin dans la vie. L'impact sur le climat et la biodiversité, et ne pas oublier la rentabilité, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de trouver un équilibre entre la rentabilité, la protection de l'environnement, et etc. Il y a plein de solutions. Donc en entrée dans les modèles, on a un filtrage. Typiquement, les modèles, les capteurs météo, lorsqu'il y a une erreur, ça met moins 999,999 degrés. Si vous faites entrer ça dans votre modèle, en gros, votre plante elle est morte et votre rendement, c'est 0. Donc on a un filtrage intelligent des données en entrée. Et en sortie, on regarde la cohérence. Parce que le modèle est par définition imparfait. Si votre maïs en sortie, il a 999 feuilles, c'est que les préconisations qu'on donne d'azote, c'est pour 999 feuilles, donc elles sont fausses. Donc voilà, il y a un minimum de cohérence, c'est pas non plus jeté dans la nature et vendu comme ça. Pour cela, en fait, on applique ce qu'on appelle de la calibration. La calibration en saison. Vous avez votre modèle en sortie, il vous donne 3 feuilles sur votre maïs. Mais vous allez dans le champ et vous voyez que dans votre champ, vos maïs ont en moyenne 5 feuilles. Ça veut dire que le modèle est faux, ou alors qu'il est mal calibré. Pour cela, on reprend l'observation de terrain, on revient au modèle et on change les paramètres du modèle pour qu'en sortie, la sortie calibrée donne 5 feuilles, ce qu'on observe en champ. Donc le modèle, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui peut être adapté également à ce que vous voyez et à ce que vous voulez faire avec le modèle.
Et en sortie de saison, donc là on appelle ça la validation, vous avez par exemple un rendement de 8 tonnes par hectare en sortie du modèle, et en observation, vous avez 9 tonnes par hectare. En gros, votre modèle sous-estime le rendement. Ça veut dire que l'an prochain, si vous utilisez le modèle avec les mêmes paramètres sans le modifier, il va encore sous-estimer le rendement. Donc il risque de sous-estimer l'irrigation, de sous-estimer la fertilisation. Donc le but, c'est de faire de la calibration hors saison pour qu'on ait bien le même rendement et que l'an prochain, le modèle s'améliore. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue des algorithmes mathématiques. Chaque année, plus il y a de data, plus ils sont fins. Là, vous avez un exemple, par exemple, de calibration. Vous avez les données observées, les données simulées. Lorsqu'on est sur la droite en pointillé, ça veut dire qu'on est parfait. Quand on a 1 en observation, on a 1 en simulation. En gros, tous les points doivent se situer sur cette droite-là. Bien sûr, en modélisation, on n'y arrive jamais, on s'y approche. Donc là, c'est un modèle non calibré avec 80% d'erreurs, et un modèle calibré où les points sont beaucoup plus autour de cette droite 1-1. Pour revenir sur le maïs, et je terminerai par un exemple pour Maïs Adour, parce que Maïs Adour utilise des modèles sur le maïs. Chez ITK, ce qu'on fait, c'est qu'on a un modèle complexe de culture qui est divisé en plusieurs sections: la phénologie, la croissance, les stress, le modèle sol, la photosynthèse, la répartition de la matière sèche en fonction de la photosynthèse. Donc tout ça, et encore j'en oublie, tout ça c'est le modèle. C'est issu de la science, c'est des choses qui sont connues et qui sont mesurées. En entrée, on fait rentrer l'état initial, en général c'est le semis, la date de semis, le type de sol qu'on a dans les bases sols en France, la météo suivant les prévisions météo. À 2 jours, 48 heures à l'avance, on a de la météo tous les kilomètres en France, c'est le modèle Arome de Météo France. Et sur le plus long terme, on utilise le modèle ECMWF, c'est le modèle européen qui peut faire des prévisions à 2 semaines, puis ensuite à 9 mois pour les projections climatiques sur le séminaire. Ensuite, on a les données génétiques. En général, les données génétiques, c'est les bases de leur valise, par exemple. On a les nombres de degrés jour qu'il faut pour atteindre la floraison, etc. Et puis, on a les pratiques, les satellites qui permettent de recalibrer, etc. Donc, les pratiques, c'est la date de semis, la date de fertilisation. Tout ça, il nous faut les rentrer dans le modèle pour qu'ils soient le plus cohérents possible. Et au final, ce qu'on obtient, et ce qui intéresse Maïs Adour, c'est comme ça qu'on obtient le rendement, c'est comme ça qu'on obtient la date de récolte, et aussi d'autres aspects sur les maladies, les pertes qu'on n'utilise pas, mais c'est vrai. Bon, il y avait une vidéo, je ne sais pas si on peut la passer, non, il n'y a pas internet. Bon, c'était une vidéo d'1 minute pour présenter un outil, mais j'ai oublié que j'avais mis cette diapositive, donc on va la passer, et du coup, c'est terminé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.